Je disais à Martin, avant qu'on enregistre, le début de saison, c'est facile, là, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de sujet. C'est du contenu gratuit. C'est 100% contenu gratuit. Donc, Alex, t'étais à Toronto. Regarde ça. Alex, t'étais à Toronto. Toronto. Fait que dis-nous donc à quel point c'est plate là-bas. Parle-nous des Blue Jays. Ouais, à quel point tout le monde regardait les Blue Jays dans les loges du Air Canada Center qui s'appelait comme ça il y a quoi, 10 ans? Il y a longtemps. Ça a changé de nom. C'est le Scotiabank Arena maintenant. C'est ça. Oh oui, c'était qu'à propos des Blue Jays. Là, ça scandait même « Let's go Blue Jays » pendant le match des Maple Leafs. Les gens étaient intéressés à la balle, avec raison, je pense. Oui, ça, c'est pas ça le problème. Mais tantôt, tu disais que c'est un manque de respect. Ben, ça devait être... Je sais pas si tu es un porte-couleur des Maple Leafs. Ben, les gars disaient après coup qu'ils sentaient que ça amenait de la fébrilité. S'intéressait à eux. Oh, non, qu'il y avait de la fébrilité dans l'amphithéâtre, que c'était le fun, que... J'imagine qu'il y a un esprit de communion parce qu'il y a plusieurs joueurs des Leafs qui sont allés au match de balle le week-end d'avant, voir leurs collègues des Blue Jays. Je pense qu'on peut dire ça. Et de la même manière, au printemps, quand les Blue Jays commencent la saison, que les Maple Leafs sont en série, on affiche les pointages au tableau indicateur. Oui, là, on montrait le match entre les périodes sur le Jumbotron. C'est le même propriétaire. J'allais dire, c'est ça, c'est la même gang. C'est vraiment des collègues. Oui. Ils travaillent. Mais ce sont des athlètes professionnels, c'est dans ce sens-là que je le disais. Non, mais à Toronto, au sens propre, ce sont des collègues. Ils travaillent pour la même boîte. C'est comme nous, la section culturelle. Là. Exactement. On est des collègues. Deux équipes différentes, mais... Tout à fait. Et après le match, après le match des Leafs, ils ont remis le match des Jays, qui n'était pas encore terminé, sur l'écran géant. Et il y a quelques milliers de personnes, je dirais, qui sont restées voir la fin du match. Donc, il y avait quand même, effectivement... Toronto, c'est une belle ville, je trouve, point. Oui. Et c'est une belle ville de sport aussi. Il y a beaucoup de stock. T'as du basket de la NBA, le baseball, le hockey et tout ça, et puis évidemment le soccer puis le foot canadien, mais ça fait en sorte que, je sais pas, c'est très vivant. T'sais. On a perdu un peu de ça à Montréal quand le baseball est parti, puis c'est vraiment la ville d'une seule équipe, alors qu'à Toronto, c'est plus que ça. Il y a plus de monde aussi, évidemment, mais... Alors, c'était très agréable, faisait beau, un brin frisquet, j'ai travaillé beaucoup, c'est correct. J'étais là pour ça. Et bien. Ça, tu sauras me le dire, mais... Non, mais mon amoureuse me disait, il est bon. Elle t'a lu, là, puis il est bon. J'ai dit, ben oui, mais c'est Jules Fournier. Ben oui. Tu savais pas? Elle trouve que t'es dans ta catégorie à part. Ah ouais, hein? Mon Dieu. Venant d'Élise, c'est un compliment qui me flatte. Elle a dit jamais. Donc, c'est pas parce que vous regardiez le téléjournal en famille que là, elle m'a vu à la télévision. Non, je regarde pas le téléjournal. Ouais, on va se le dire. Je passais à On va se le dire. Ah, non, ça, non, on t'a manqué. Non, à 10 heures, moi, c'est ça. Moi, je les connais, les nouvelles. Je les ai lues toute la journée. Non, mais dans le 18 heures. Ouais. Bon, ben, OK. Ben, t'es content de te retrouver. Ben, pareillement. J'aurais aimé ça que tu dises plus que c'était le spectacle de début de saison à Toronto était plate. J'aurais aimé ça que tu dises plus ça. Mais regarde, c'est ton narratif, là. Ouais, ben, c'est toujours le cas. C'est un peu une ambiance de cathédrale. J'aime ça. Bon, j'aime ça. Ça s'est enflammé. C'est normal. Quand il était question de la balle, mais quand il était question de hockey, c'était plutôt feutré, je dirais. Mais c'est tout le temps comme ça à Toronto. Ça. Là, je plaignais les pauvres joueurs du Canadien qui vont se taper 4 matchs d'ouverture les uns à la suite de l'autre. Et on nous a pas montré hier, le match était à RDS, puis le match a commencé plus tard parce que les Wings, non seulement c'était leur ouverture locale, mais c'est aussi le début de leur 100e saison. Puis on nous a... Ben moi que j'étais pas attentif, là, mais on nous a pas montré les... J'aurais pas détesté... J'ai regardé en reprise, donc j'ai pas vu... Okay. C'est le cas des Blackhawks aussi, je pense. Ça se peut, moi je pense que c'est qu'une équipe cette année. Ouais, donc, et puis là, alors on va se coltiner ça samedi. Et puis après ça, on a un classique Montréal. Pour ouvrir la saison à Montréal. Kraken. C'est une rivalité historique quand même. Ça va permettre aux Canadiens d'étiqueter ce match premium, j'imagine, qu'il ne l'aurait pas été en d'autres circonstances, et de pouvoir charger plus cher pour le quand le Kraken est en ville, hein, c'est pas... Mais c'est vrai que c'est une rivalité historique contre Seattle. Ben oui, il y a eu une finale de la Coupe Stanley en 1919. Exact. Interrompue par... La grippe espagnole. Oui! Bravo! Je sais pas si ça quelque chose du village.
C'est la prophétie. Directement dessus. Wow, c'était magnifique. Tu veux dire que le match a été interrompu par la grippe série, espagnole? Oui, OK, tout le monde. la grippe est arrivée. Ça tousse trop. Il n'y a pas des joueurs qui sont morts, non? Je pense qu'il y en a. Oui, je Ou pense qui ont que été oui. malades, ouais. Oui. Et tu trouves ça drôle? Non, mais c'est pas ça que je trouvais drôle. Aïe. Bon. Contre les Metropolitans. C'est ça. Moi, j'aurais préféré qu'ils choisissent ce nom-là. Mais bon, ils sont allés avec une grosse pieuvre. Un gros calmar. Aujourd'hui, les 27 premières heures du Canadien. J'ai volé ça dans tes notes, Martin. Je trouvais que ça faisait un bon titre de film d'action. Exact, tu vois, regarde. Où est le premier trio, hein? Bon. Ça y est. C'est reparti. Et Kapanen sur une projection de 82 buts. C'est tellement hockey, épisode 430. Avec Alexandre Gascon, votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alexandre. Et Martin Leclerc, votre chroniqueur principal au service des sports. Martin, bonjour. Messieurs, considérez-vous comme salués. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bien, moi, je remarque plus comment on a géré les choses après avoir pris l'avance. Ça, c'est plus un signe où est-ce qu'on est. Je trouve qu'on a, même quand on a une couple d'années, on avait tout le temps des réponses, mais on n'était pas capable de garder ça, puis de gérer le match, mettons, si on égalisait ou si on prenait de l'avant. Moi, j'ai aimé comment on a géré la deuxième moitié du match quand on se séparait. Voilà Martin Saint-Louis après la victoire du Canadien contre les Red Wings. Parlait-il de maturité? Parlait-il d'une équipe qui a maturé lorsqu'il dit que on gère mieux les avances, on se comporte mieux? J'ai beaucoup aimé, Martin, ta chronique qui faisait un lien entre le Canadien et Benjamin Button. Mm-hmm. As-tu vu ça, ce film-là, Alex? J'ai vu le film et j'ai lu la chronique de Martin. Ah, et tout ça, c'est du haut niveau. C'était du très haut niveau, oui. Mais jeune, mais expérimenté, jeune, mais est-ce que c'est un peu ça qu'on a vu? Ouais, je trouve que c'est une formule comique que Martin utilise à l'occasion de dire on est plus jeune, mais on est plus expérimenté. Je ne sais pas si ça s'applique hier. C'est vrai qu'une fois que le Canadien s'est présenté avec une bonne avance en troisième période, qu'on a bien géré le match, là, moi, je vais attendre avant de tirer des conclusions. Ben là, il y a deux matchs à jouer, Martin. Il y a deux matchs, mais... Ça reparlera. Aujourd'hui, on ne fait pas de balado, on ne tire pas de conclusion. Il y a des choses intéressantes qu'on voit sur la patinoire, mais hier, je pense que le Canadien était très opportuniste, a profité, a créé des belles chances de marquer, en a profité, on voit des choses intéressantes, mais ça a quand même été... Les Red Wings ont pas mal joué ce match-là, et Dobech a été très, très bon. Je pense que l'allure du match et le résultat auraient pu être différents. À mon sens, les Red Wings ont eu plus de chances de grande qualité que le Canadien dans cette rencontre-là. Et ça aurait pu être fort différent. Et le taux de possession de rondelles était de 62 à 62,3 à 37,7 pour les Red Wings. C'est quand même... C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vraiment... Et je dirais qu'à l'œil, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a étonné parce qu'à l'œil, je pensais que c'était plus serré. À l'avantage des trois, peut-être, mais plus serré que ça. Moi aussi, à l'œil, je ne voyais pas ça. Des fois, on est influencé par le pointage et tout. Le taux de possession de rondelles, c'est en fonction des tentatives de tir aussi. Donc, c'est le ratio des tentatives de tir. Ça ne veut pas dire qu'en termes de temps passé avec la rondelle, ça a été ça. Généralement, c'est assez fidèle. Peut-être pas toujours. OK. Alors, donc, c'est ça. Mais même si on tient compte juste des tentatives de tir, ça veut dire qu'il y a une équipe qui a tenté vraiment plus de tirs que l'autre. Mais de façon générale, le match à Toronto, ça a été une défaite. J'ai trouvé que le Canadien s'était bien battu. Il y a eu des malchances ou des brisures défensives. Et de bâton. Des brisures de bâton. Je sais pas, il me semble... Il y en a beaucoup des brisures, des bâtons qui brisent durant une saison, là, mais il y a eu un match préparatoire récemment au Centre Bell, je pense que c'était contre Toronto. Je pense qu'il y a 10 bâtons qui ont brisé durant le match. Là, ça fait un bout de temps que
les joueurs utilisent des bâtons en carbone dans la Ligue nationale de hockey. Là. Quand Sidney Crosby a commencé sa carrière, il jouait avec un manche en aluminium, avec une palette en bois. Il y avait des bâtons qu'on pouvait rabouter comme ça. Mais j'en reviens pas qu'on ne soit pas encore parvenu à améliorer la durabilité des bâtons. On est capable d'envoyer capable d'envoyer des navettes sur Mars ou des sondes sur Mars, puis on n'est pas capable de faire des bâtons qui sont plus durables que ça. Et je me demande, c'est juste là, je pars complètement au champ gauche, mais je me demande, tu sais, les fabricants disent que ces bâtons-là sont plus efficaces, mais le pourcentage d'efficacité supplémentaire que tu vas chercher par rapport à des matériaux plus durables, si ton bâton brise... Moi, il me semble 8% du temps, est-ce que ça s'annule? Combien de fois on voit des joueurs sur le point de prendre un tir important ou de faire un jeu, puis pouf, le bâton explose. Oui, comme si rien. Et moi, ça me mettrait de mauvaise humeur. Si c'était moi, là, en même temps, toi, j'ai la mèche courte. Ça te prend pas grand-chose. Ça m'en prend pas beaucoup, mais j'en briserais d'autres volontairement après ça parce que c'est tellement bête. C'est tellement bête, là. Ouais. Sauf que ça arrive de part et d'autre, donc tu te dis au bout du compte. Ça, c'est zen. C'est tellement zen. Je me dis, est-ce que les fabricants, si les joueurs exigent pas, si les joueurs se mettent pas à dire, écoute, ces bâtons sont pas assez durables, j'en prendrai plus de tes bâtons. L'autre, ton compétiteur en fait des plus durables. Si t'es un fabricant, tu n'as aucun incitatif à faire des bâtons qui sont plus durables. Tu vends plus. Tu vends plus de bâtons. Ben oui, ils sont toujours cassés. Ouais. Mais écoute, c'est juste... Non, c'est une excellente parenthèse. Oui. Excellente parenthèse. Ça me chicote, puis ça fait quelques années que je me dis à un moment donné, on va, en commençant une saison, je vais faire le décompte du nombre de bâtons qui ont brisé sur des séquences de jeu. Tu sais, on les regarde tous, les matchs, là, c'est facile. Sur des séquences importantes, mettons? Oui. Et... Mais là, t'en as un. Oui. Dans le premier match, certainement. Mais 2 points sur 4, ça m'apparaît juste comme résultat après 2 matchs. Le Canadien n'a pas dominé la rencontre contre les Maple Leafs, mais aurait mérité un meilleur sort, je pense. Règle générale, il a été l'agresseur un peu plus, surtout pendant les 2 premières périodes. Là. Les Leafs avaient beaucoup de difficultés à rentrer dans la zone adverse, à s'installer, beaucoup de revirements en zone neutre. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un signe très, très encourageant parce que c'était un problème du Canadien l'an passé. Défense plutôt poreuse, mais surtout, on avait de la difficulté à empêcher ces entrées de zone-là. Et quand l'attaque adverse s'installait, beaucoup de difficulté à briser le cycle. Ça tournait. Lancé. Ouais. Donc, contre les Leafs, j'ai trouvé que l'amélioration, ce n'est qu'un match, évidemment. Là, on parle de ce qu'on a, de l'échantillon qu'on a sous la main, était très encourageant. Donc, ça, c'était bien. Et puis, résultat malheureux, un peu fortuit sur cette séquence rocambolesque. Là. Et puis, Lane Hutson qui s'est blâmé, qui était là dans le vestiaire avec son fouet à se frapper. Là. Honnêtement, je l'ai trouvé assez dur envers lui-même. Moi aussi. D'autant plus que si tu regardes cette séquence-là, si Caulfield, au lieu d'être hypnotisé par la rondelle, va juste... voyons, c'est qui qui a marqué ce but-là? C'est Morgan Riley. C'est Riley, c'est ça. Si, au lieu d'être hypnotisé par la rondelle, Caulfield n'essaie pas de se rendre sur le même joueur dont Hudson est en train de s'occuper, il était à côté de Riley. Là. Il est passé à côté de lui pour s'en aller où était la rondelle. Ouais. Probablement que ce but-là n'a pas marqué. Je trouvais que c'était fouetté. Oui, il s'est blâmé très durement. Puis c'est vrai que quand on regarde ce jeu-là, donc le 3e but des Leafs qui a mené à leur victoire, il ne prend pas un trajet idéal. Hudson, puis il s'en voulait vraiment. Là. D'ailleurs, je lui ai dit, il me semble que tu te blagues. Tu es assez sévère, alors que c'est un mauvais bond, comme on dit, bad bounce en anglais, là, le bâton qui brise, lui qui s'accroche dans Matheson. Mais il jugeait que ça, c'était arrivé, que lui avait perdu son bâton par sa faute parce qu'il n'avait pas pris le bon tracé. Il a tenté d'aller couper la passe faite par Maccelli, je pense, à Matthew Knies, oui. C'était Mathias Maccelli vers Matthew Knies. Il a tenté d'aller couper cette passe-là. Lui aurait dû rester avec Knies. Je ne sais pas s'il l'aurait rattrapé de toute façon, mais potentiellement. En tout cas, bref, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu gérer ça de meilleure manière, mais en tout cas, il était très, très dur envers lui-même. Mais le Canadien aurait très bien pu remporter ce match-là. Tandis qu'hier, à 5 contre 5, ce sont les Wings qui ont eu les meilleures occasions de marquer, là. Puis Natural Stat Trick dit 8-1, les chances de marquer de qualité en faveur des Wings à 5 à force égale. Donc,
C'est ça. Montréal a été opportuniste, ou plutôt a saisi ses occasions, a été en mesure de protéger son avance. C'est pas un match de 5-1, vraiment, là, je trouvais. Donc, comme le match précédent non plus, de pointage était pour d'autres raisons. Dans un filet désert en fin de match. Là, mais... Lucas Raymond aurait pu marquer 2 buts en avantage numérique. DeBrincat a eu 4-5 chances de très, très grande qualité. Ouais. Dabesh a été... Très bon. Oui, très, très bon. Honnêtement, ce match-là, à mon sens, porte la signature de Dabesh parce que ça aurait pas été la même chose. Absolument. Puis une des... je sens que tu vas aller ailleurs. Là. Oui, il y a une des statistiques avancées pour les amateurs qui dicte assez bien, ou indique plutôt assez bien l'allure d'une rencontre. Généralement, c'est les buts attendus ou les buts anticipés, ce qu'on appelle les expected goals en anglais. Donc ça, c'est en fonction de la qualité des tirs, des chances de marquer. Ça aurait dû rentrer. Exact. Hein? Combien de buts? Je vais vous traduire ça, moi. Puis Montréal a été dominé là, par les Wings. Au total, on parle de 3,2 pour Détroit contre 1,6, c'est exactement le double pour Montréal. Puis ça finit 5-1. Donc c'est le genre de match que vous ne gagnerez pas si souvent que ça. À l'inverse, les buts anticipés dans le match contre les Leafs étaient pas énormément, mais quand même en faveur du Canadien. Mais je reviens sur cet affrontement-là parce que ça fait plusieurs années là, qu'on a des affrontements Canadiens-Leafs, puis c'est toujours un peu la même chose. Ça fait 100 quelques années. Je parle de ces moutures-là, mettons les 5 dernières années. Quand le Canadien réussit à l'emporter, c'était toujours parce que le gardien avait été... Voilà, toujours. Je tourne les coins ronds, là, mais c'était souvent parce que le gardien avait été fumant. Mais les statistiques allaient toujours dans le sens des Leafs d'un point de vue offensif. Là, je sais que c'est seulement qu'un match, mais cet affrontement Canadien-Leafs de mercredi, moi, j'ai trouvé que c'était autre chose que ce à quoi on avait été habitué les dernières années. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis peut-être que parce que les Leafs, je sais pas, là... Je ne dis pas que c'est ça la nouvelle norme entre ces deux équipes-là, mais j'ai trouvé qu'il y avait un contraste. Là, avec ton titre tantôt, là, accrocheur, ou c'est bon, le mot que je cherche, là, je vais revenir tantôt sur le mot que je cherche, mais en tout cas, bref. Oui, restez là. Oui, ça va être bon. Le mot que je cherche. Le mot que je cherche. Au retour. Et Samuel Blais. En même temps. Parce que le trio de Nick Suzuki a complètement muselé celui d'Austin Matthews en bonne partie. Ce sont surtout contre eux qui ont joué toute la soirée. Puis Matthews n'a rien fait de bon, rien fait qui vaille. Ils ont été dominés. Le trio de Matthews a été dominé par celui... Totalement. Complètement par celui de Nick Suzuki. Alors ça, c'est un bon signe. C'est très, très encourageant, même si ils n'avaient pas marqué dans ce match-là. Suzuki, Caulfield, Slavkovski. C'était vraiment impressionnant dans leur façon de jouer. Ouais. Puis l'année dernière, Montréal avait gagné son match d'ouverture contre Toronto 1-0 parce que Montembeault l'avait volé. Là. Les Leafs avaient décoché 48 lancés sur Samuel Montembeault. C'était vraiment un vol de grand chemin. Après ça, il était allé se faire planter le lendemain à Boston et avait arraché un match aux Sénateurs à Montréal parce qu'Ottawa était vraiment... mou. Les scènes étaient mous, ils ne s'étaient pas présentés, puis c'était pas un match de grande qualité. Mais là, le CH sortait avec 2 victoires sur 3 en partant sa saison. Puis pourtant, il y avait comme une odeur d'inquiétude dans l'air qui planait parce qu'il n'y avait aucun de ces matchs-là qui avait été rassurant. Il aurait dû perdre contre les Leafs, il s'était fait planter par Boston, puis il y a un match sans saveur contre Ottawa. Tandis que là, dans ces 2 premières rencontres-là, même si ça n'a pas été parfait contre Détroit, surtout la tenue face aux Maple Leafs, je trouve ça effectivement beaucoup plus encourageant parce qu'ils rivalisaient à armes égales, voire même ils faisaient mieux un peu contre supposément une des puissances de la Ligue nationale. Je comprends que c'est le premier match. Puis que c'est plus la même équipe, là, mais j'ai hâte de voir. Ça, moi, je vais surveiller ça toute la saison. La vie sans Mitch Marner, c'est beaucoup de points qui disparaissent au sommaire, là, mais aussi, il rendait Austin Matthews meilleur. C'était le gars qui le nourrissait, qui l'alimentait. Puis Matthews a eu un tir au filet dans ce match-là, mais je pense que c'est sur le but dans un filet désert qui a marqué. Là. Ouais. Fait que ça va être intéressant de surveiller ça. Par Suzuki, complètement. À l'inverse, Morgan Riley a eu une saison difficile l'année passée pour les Maple Leafs. Je pense que ça a été leur meilleur joueur dans ce match-là. Il était très bon. Il a décidé cette saison qu'il allait plus se porter à l'attaque, que c'était une erreur d'essayer de jouer plus défensif la saison précédente et tout ça. Puis ça a été le meilleur joueur. Fait que si Riley redevient plus Morgan Riley, ça va peut-être aider à biffer une partie du trou chez
chez les Maple Leafs, mais quand tu retires une super vedette d'un alignement, je m'excuse, c'est plus la même équipe. Là, t'as beau dire on va travailler en comité, puis on va travailler différemment. C'est beaucoup de points. Ils vont s'en ressentir quelque part. En ce sens-là, il y a un parallèle à faire avec l'Avalanche, puis comment ils vont s'en tirer cette année, non? Avec la perte de Mikko Rantanen, là, même si c'est arrivé en cours de saison. Là. Mm-hmm. Ça devrait avoir un impact aussi grand, théoriquement. Quoi qu'ils ont obtenu une catch en retour, mais c'est pas la même catégorie de joueurs. C'est pas la même catégorie. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il faut prendre ça en considération aussi quand on dit que c'était un affrontement Canadien-Leafs différent des dernières années. Sinon, juste pour vider la question, je regardais tes notes, Martin, mais c'est ça. Au niveau de la possession, c'est pas en général sur les 2 matchs. Moi, j'avais l'impression que le Canadien avait été meilleur. Et quand je regarde tes notes, je vois que non, finalement... T'es un partisan. Oui, j'avais mon... la face tricolore, là, j'avais mon maquillage. Parce que quand on regarde un match, premièrement, regarder un match de façon passive, c'est-à-dire le regarder juste comme spectateur pour se divertir, c'est une chose. Le regarder en prenant des notes, ça te force à réfléchir durant tout le match, puis à penser à des choses. Puis regarder les données objectives après, ça t'apporte un autre éclairage. Puis tu regardes... je regardais les performances des trios, là, qui a bien fait, le premier trio du Canadien à Toronto, 72% de possession, ça confirme un peu ce que Alexandre disait au sujet de trio de Matthews, qui a été complètement dominé. Ça a été 50% à Détroit. Laine, Evans, Anderson, 75% de possession dans le match à Toronto. À Détroit, ça a été 22%. Ça a été très, très... Le jour et la nuit. Très, très difficile. Et Laine, je ne peux pas m'empêcher de le regarder quand son trio est dans la zone défensive, de le regarder travailler. Hier, il y a eu des très bonnes présences où il s'impliquait, puis il y a des présences où il est passif. Ouais. Là, la rondelle vient sur le bord de la bande. C'est lui qui a la responsabilité de faire sortir ça. Puis là, ça devient une aventure. Mais 22% de possession, c'est assez catastrophique. Le trio Bolduc, Dak, Gallagher, 36% dans le premier match de possession, 64% à Détroit. Ils ont eu un très bon match. Moi, Bolduc, c'est bien parti. C'est vraiment... C'est pas parce qu'il a marqué 2 buts. Oui, bien sûr, il a marqué 2 buts, mais... Non, il fonce au filet. Exactement. Il fonce au filet, il s'implique physiquement, il voit le jeu. Rapide? Il protège bien la rondelle quand il l'a. C'est vraiment impressionnant de le voir aller. Le trio Kapanen, Newhook, Demidov. 42% dans le premier match. C'est un drôle de trio, ça. 42% dans le premier match et 30% dans le deuxième match. C'est le seul c'est le seul trio qui a été dans le négatif dans les 2 matchs et pas mal dans le négatif. Ouais. Mais là, Kapanen a marqué 2 buts. Un but en désavantage numérique après une passe absolument... magnifique. Horrible de Nylander. Là, je sais pas à quoi il pensait. Puis une super pièce de jeu, une passe incroyable de Demidov, une longue passe transversale qui a mené plus tard au but de Kapanen hier. Mais il faudra voir, là, parce que si match après match, ça se répète, ça, des 42 puis des 30%, il va falloir que Martin Saint-Louis agisse. Mais ils ont eu quelques étincelles quand même, mais ils ont eu, à 5 contre 5, une chance de marquer dans chaque match. C'est ça. Mais j'aurais pensé que c'était mieux. C'est ça. Quand je te dis qu'il y a un décalage là, entre ma perception de gosse sur le divan, puis ces chiffres-là, il y a un élément de... Pas de surprise, là, mais oui, un peu de surprise. Moi, j'attends mon chèque, là, Martin. Je sais pas, j'aurais plus besoin de travailler. Là. Ce qui a gagé, c'est son hypothèque. Puis une hypothèque... c'est réel. Je pense qu'il a dit son fonds de retraite. Ouais. Puis d'après moi, je sais pas, l'hypothèque, c'est peut-être plus aussi grosse que la mienne. Donc, mais c'est du négatif, c'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. Mais il n'y avait pas juste du négatif là-dedans. On verra. Oui, il y a 2 matchs. Mais là, ça compte. Ils sont ensemble. Et est-ce que ça cache, enfin, on pérorait là-dessus, là, le deuxième, pas nous, là, tout le monde pérorait là-dessus, le deuxième trio, mais je me semble avoir dit à un moment donné, on compte un peu Gallagher puis Anderson, je les avais mis les 2 dans la même phrase, mais on les compte un peu comme
des joueurs là, de quatrième trio, des joueurs là, qui sont sur la voie d'évitement. Tu vois, Bolduc, Dak, Gallagher, ça ressemble presque à un deuxième trio, quand on y pense vite, là. Puis l'association Gallagher-Bolduc, puis on va l'entendre, il va en parler, ça marche bien. Là. Je riais un peu en voyant en lisant les collègues qui étaient à Détroit hier ce matin, parce que en regardant Gallagher hier fournir la passe à Bolduc sur son but, je me suis dit que lui, il a compris. Quand tu es un vétéran, que tes jambes sont plus aussi rapides que d'antan, mais que tu as la connaissance du jeu, quand tu arrives dans ton équipe, un gars comme ça, qui patine comme le vent, qui comprend le hockey, qui a un bon tir, tu dis, écoute, mon jeune, c'est ça. Vas-y, je vais t'adonner. Mes vieilles jambes, là. Souvenez-vous, André Markov a fait marquer 30 buts à Alex Galchenyuk. Il disait, va te placer là-bas, là. Tu vas la recevoir, puis tu as juste à la tirer, mais c'est ça. Fait que, les joueurs intelligents vont exploiter un jeune qui arrive comme ça, qui est talentueux. Là. Ils vont l'exploiter dans le bon sens. Oui. Ils vont lui permettre d'exploiter son talent. Ouais. C'est drôle, Markov. Vincent Lecavalier avait déjà raconté une anecdote, je pense que c'était pendant le match des Étoiles en 2009, parce que, tu sais, Markov, il faut que tu le vois, tu le regardes vraiment attentivement pour voir à quel point c'est un joueur dominant. Il est assez discret, fait pas de vagues, puis c'était une espèce de... Je sais pas si c'était une super vedette, mais une vedette qui passait sous le radar. Puis je pense que c'était dans le match des Étoiles, Lecavalier disait, j'ai comme compris tout son sens du jeu quand, à un moment donné, Markov va récupérer derrière le filet la rondelle, puis là, ça joue plus ouvert. On s'entend, c'est un match des Étoiles. Alors, le Cavalier décide de se relancer, de repartir à l'attaque, puis il dit, je vais prendre de l'avance, puis on verra. Puis là, il était rendu milieu de la glace à peu près. Puis je regardais en arrière pour voir. Puis au moment où il s'apprêtait à regarder, ça fait PAC sur son bâton, puis ça rentre à 100 000 à l'heure. Il dit, j'ai pas été capable de garder la rondelle. J'ai pas été capable de bien recevoir la passe. C'était trop violent, mais c'était directement sur le bâton. J'ai même pas eu le temps de me retourner. Était rendu. Exactement ça. C'est drôle. Exactement ça. Ça m'est déjà arrivé dans un 2 contre 1 avec Denis Savard. Ah! Au début. Mais là, on parle de Vincent Lecavalier quand même. Mais vas-y avec ton anecdote. Oui, mais c'est ça. Je sais qu'on parle de Vincent Lecavalier, mais c'est les gars qui ont un sens de hockey, ça se passe vite. Là, puis, au début des années 90, au début de ma carrière, il y a un événement qui avait été organisé à Ville-et-Mort. Je pense que c'était Coca-Cola qui organisait ça. Il y avait Wayne Gretzky qui était là, il y avait Brendan Shanahan, il y avait Denis Savard. Il y avait Paul Eisenberg, qui était un gros... ancien des Wings, entre autres. Un gros marqueur, c'est ça. Il y avait un groupe de 7-8 super vedettes de la Ligue nationale qui étaient là. Mario Lemieux n'était pas là, à Ville-et-Mort. Non, Mario n'était pas là. Puis, Marc Bergevin était peut-être là. Après de la place aussi. Après l'événement, ils disent... ils ont invité... On était une dizaine de journalistes. Si vous voulez jouer contre eux ou faire un match avec eux, fait que... Mais bâton dans le milieu. On a séparé les équipes en deux, puis je jouais avec Denis Savard et je suis parti sur un 2 contre 1. Puis là, c'est lui qui est rentré avec la rondelle. Puis là, je me disais, là, je fonce au filet, Puis avant que je puisse me lever la tête, ça a fait POW! Ça a explosé sur mon bâton. Wow! C'était incroyable. Ouais. Mais c'est ça. Puis l'anecdote, ce qui est drôle de cette anecdote-là, c'est que vers la fin du match, on a dit aux joueurs de la Ligue nationale, on veut jouer contre vous autres, juste contre vous autres ensemble, les journalistes. Fait qu'on était genre 15 sur la patinoire, eux autres étaient 6. OK, c'est tout le monde en même temps sur la glace. On était 15 contre 6, on touchait pas à la rondelle. Ça se prenait pas. C'était complètement fou. Wow. Mais c'est ça. Alors, je comprends, Vincent, avec Markov, d'avoir reçu la passe, d'avoir senti la passe exploser avant d'avoir le temps de regarder. Et d'où l'importance d'avoir sa palette sur la glace. Exact. Puis on parlait de Gallagher, c'est quand même fascinant comment ce gars-là est en train de réussir à bien prolonger sa carrière, là, rendu à 33 ans. Ouais. Non, mais moi, je veux insister là-dessus. Ben, OK. Faisons-en un segment. Non, mais rappelez-vous, quand Martin Saint-Louis est arrivé, il y a eu comme cette tentative un peu de transformation de l'identité du gars. Puis avec des résultats mitigés, je pense qu'on pourrait dire. Même chose pour Josh Anderson, mais... Brendan Gallagher, après toutes ses blessures, le début de la trentaine, la production qui baissait, on se disait, ils vont endurer son contrat jusqu'à la fin parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Puis c'est un bon leader. Puis dans le vestiaire, ça contribue à la bonne entente, si je peux dire, mais ça devient un peu un boulet
sportif jusqu'à un certain point. Puis depuis l'année dernière, force est de constater qu'il a vraiment réussi à être extrêmement efficace puis à demeurer un rouage important, je pense, de cette équipe-là. Tu sais, une espèce de petite bougie d'allumage. C'était le gars qu'on plaçait n'importe où avant pour allumer un trio Et c'est panne sèche. C'est ça qui se passe un peu. Là. Puis c'est ce qu'on s'est dit avec, il disait... avec Kirby Dach pour le protéger un peu, puis Bolduc, puis aller le jeune, puis ça fonctionne bien. Il disait, tu sais, j'ai été magané par les blessures. Tu sais, laissez-moi... Je suis convaincu que si j'ai la chance de pouvoir m'entraîner pour vrai durant un été complet, de me refaire physiquement, que je vais redevenir efficace. Puis la saison dernière, il l'a été. Puis il est encore... Et là, il a changé sa façon de jouer un peu. Là. Tu sais, c'était un peu le punching bag avant Gallagher. Là, c'était la mule qui... À chaque arrêt de jeu, il arrivait dans le demi-cercle du gardien, puis il se faisait frapper, puis il se faisait donner des doubles échecs. Là, il joue encore de façon combative, mais c'est ça, il choisit un peu plus ses moments. Mais en ce sens-là, peut-être que Saint-Louis aura eu un impact sur lui. Tu disais, peut-être. Quand tu es le premier arrivé en échec avant, ce que tu appelles le F1, là, l'attaquant numéro 1, ben, c'est normal d'aller te mettre la tête dans le coin puis de bûcher fort pour récupérer la rondelle parce que c'est ça ton boulot, mais c'est pas toujours à toi de faire ça nécessairement. Ça dépend des circonstances. Tu joues le match qui est en avant de toi, c'est ça. N'est-ce pas? Faut que tu joues le match qui... Puis Gallagher jouait toujours son match, je pense, qui était le même. D'y aller, effectivement, peut-être qu'il y a un petit peu plus de sagesse là-dedans. Puis pour vrai, cette passe-là à Bolduc l'année dernière, hier soir, j'ai pas souvent vu Gallagher y aller d'une pièce de jeu aussi habile que ça. Là. Non, puis il a dit après le match, je sais pas si... Je pense pas que lui a dit « J'ai jamais été un grand fabricant de jeux », mais c'était comme implicite. Mais il disait, avec l'expérience, avec l'âge, il disait une des bonnes affaires qui arrivent, c'est que dans ta tête, ça se passe plus lentement. Puis c'est ça. C'est peut-être ça son avenir. L'année aussi applique cette... Oui, mais c'est pas la même... c'est pas dans l'année, c'est pas dans... C'est pas juste dans sa tête. C'est ça, c'est dans tout ça. Ah, bon. Regarde, c'est un gars qui travaille fort, qui est capable de faire des jeux, qui est intelligent avec la rondelle, qui est prévisible à jouer avec. Donc, je pense que c'est ça qui rend notre trio. Puis même Darker aussi, là, c'est un gars qui est prévisible. Donc, je pense que c'est ça qui crée notre succès. Justement, Zachary Bolduc sur Brendan Gallagher. Donc, ça va bien. Dacker, ça va bien. Kapanen, meneur pour le trophée Calder, meneur dans les statistiques des joueurs recrues. J'avais oublié, moi, qu'il était encore éligible au statut de joueur recru. C'est quoi? Ça va probablement se régler avec une égalité, lui et Demi. Et voilà. Donc, le Canadien va avoir 3 trophées Calder en 2 ans. Ça va être... Ouais, puis là, il joue... Le co-récipiendaire. Il joue sur le même trio en plus. En donc plus, on va aller le chercher ensemble. Ouais. Il est co-récipiendaire. Ça s'est jamais vu. Non, mais on cabotine, mais c'est ça. Ça se passe bien. Je pense qu'on peut dire ça. Ça se passe bien. D'accord. Je vous envoie ça comme ça. Je me suis pris une petite note. Moi, je pensais pas que c'était une question, mais là, je lisais que Kent Hughes est arrivé au match à Détroit avec l'agent de Lane Hutson. Moi, je pensais... Mais c'est vous qui m'avez, un de vous deux, ou peut-être Marc-Antoine, qui m'avez rappelé que au tournoi de golf, lorsqu'interrogé sur la question, Hutson avait un peu manifesté qu'il n'était pas indifférent au fait... Corrigez-moi il s'est fait demander est-ce que tu es déçu que ce soit pas réglé, puis il a répondu oui. Puis après ça, il a élaboré après ça en disant je vais jouer ma saison. C'est ça, mais... Il y a toutes sortes de rumeurs là, autour des négociations. Oui, c'est ça. Il y a eu un changement, ou enfin, l'équipe de c'est représentation. La même équipe. C'est ça, c'est encore Quartex. Ouais, ça, je trouve ça très étrange. Mais généralement, quand il y a c'est pas un changement d'agent dans la mesure où il ne change pas d'écurie. Là, mais il y a un changement d'agent. Mais il y a un changement d'agent au sein de l'écurie. Donc, on ajoute un peu d'expérience, là, apparemment. C'est Darren Dreger de TSN qui disait ça. Donc, c'est Sean Coffey à la base qui est l'agent de Lane Hutson. Là, il y a Ryan Barnes qui s'amène dans la Barnes, excusez, pour négocier. Je suis vraiment désolé. Non, mais regarde, on fait tout ce qu'on peut pour t'aider. On rit pas. Non, c'était très bien. Donc, Ryan Barnes arrive, puis ce serait supervisé par Darren Ferris, qui est un agent influent avec lequel Hughes, entre autres, avait fusionné à l'époque là, pour former Quartex. Donc,
tout ça serait supervisé par Ferris et Barnes présentement. Puis, quand je disais il y a toutes sortes de rumeurs, c'est ça. Lane Hutson, c'est assez évident qu'il aurait voulu que ce soit réglé. C'est peut-être, dans son clan, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec la façon de voir les choses présentées par le Canadien et l'organisation. Donc, si ça traîne en longueur, de ce que je comprends, ça ne semble pas être de son fait à lui, du fait du joueur. Peut-être plus dans son entourage là, qu'on essaie de le convaincre d'une autre voie à suivre, disons, on va dire ça comme ça. Ouais, Je comprends, mais hein? Qu'est-ce que tu veux dire de... Ben, je pense que Hudson aurait réglé, mettons, à long terme, 8 ans. Tout de suite. Oui, Ouais. un salaire fixe. C'est quoi l'autre voie à suivre? Ben, l'autre voie, ça peut être un peu moins d'années. OK. Si le salaire n'est pas à leur goût, tu mets un peu moins d'années, tu achètes moins d'années d'autonomie, donc tu peux faire baisser la moyenne à ce moment-là et retourner plus vite sur le marché des joueurs autonomes, passer à la caisse à nouveau. Donc, et à l'inverse, le Canadien veut s'assurer de conserver ses services le plus longtemps possible. Et que ça ne coûte pas le double dans 5 ans. Nécessairement. Donc là, il y a une divergence de philosophie présentement. Tout ça peut se régler très rapidement. Là. C'est sûr que dans une négo, des fois, en 5 minutes, on trouve une brèche puis on arrive à déplier tout ça rapidement. Mais pour l'instant, il semble avoir un peu une petite impasse. Tout le monde parle de ça, pourtant, il n'y a pas d'urgence. Ben voilà. Moi, je pensais que... Et plus le temps passe, plus le rapport de force de Hudson va être élevé, à mon sens, que lui, il a juste... Il n'y a pas d'urgence, c'est que ça négocie depuis longtemps. Oui, oui. Et lui, ça négocie encore, visiblement. C'est ça, moi, qui m'étonne. Ben, et lui aurait voulu que ce soit réglé. Oui. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là où ça s'étire dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Mais le travail de l'agent dans un contexte de plafond salarial, c'est pas juste d'aller chercher le plus d'argent, c'est d'aller chercher le montant qui va faire en sorte que le joueur va être protégé pendant tout son contrat. Là, pas que l'équipe ait envie de te racheter à un moment donné ou quoi que ce soit. Dans le cas de Hudson, je pense pas que ce soit un facteur, mais ta job, c'est que ton client soit payé à la valeur du marché aussi. Là. Moi, ça me fait halluciner cette philosophie-là de dire aux joueurs, vous autres, parce que vous jouez chez nous, vous allez embarquer dans notre projet, vous allez gagner moins d'argent. Hughes a beaucoup incité là-dessus dans notre rencontre avec lui. Je sais, on en a parlé un peu mardi. Puis, c'est une logique fort louable, mais les gars ont déjà leur salaire limité par rapport à la vraie valeur du marché parce qu'il y a un plafond salarial. Les super vedettes ont un double, sont encore plus freinés parce qu'il y a un certain pourcentage de la masse salariale totale où qu'ils peuvent pas surpasser. Puis là, à triple tour, c'est dire, ben là, si tu veux gagner, tu vas encaisser moins d'argent. On en parlait mardi, mais reste que effectivement, il y a une limite à... Si tu as plein de bons joueurs, tu peux pas tous les payer à la valeur du marché. Mais tu sais, il y a une ligne au milieu de la table là, quand tu négocies. Là. À gauche, là, c'est bon gars, bon gars, bon gars. Puis là, quand tu franchis le milieu, c'est niaiseux. Fait que, faut que tu essaies de trouver le juste milieu puis dire, là, on est dans un contexte, on est dans une industrie qui génère 7 milliards de revenus. Il y a 32 équipes, les gars qui ont un rendement semblable à moi ailleurs dans la ligue, qui sont pas ils ont volé personne, là, ils gagnent tant. Fait qu'il faut que l'agent, il y a une pression aussi. Là, s'il signe ses clients à rabais, il va perdre sa job. Ben, c'est ça. On n'arrête pas de dire les joueurs font attention, regardent l'impôt quand ils signent quelque part, c'est ça, c'est important quand tu travailles, combien il te reste d'argent. Là. Fait que c'est une. Il y a une ligne. Il y a une ligne à un moment donné. Fait que c'est ça. Fait que, et je comprends que le Canadien n'a peut-être pas la ligne au même endroit. Ça, c'est sûr. Mais quand tu es l'agent, il faut que tu es là pour protéger ton client. Tu n'es pas là pour aider le Canadien à respecter sa philosophie. Puis peut-être que déjà, Hughes est en train de frapper un os dans l'établissement de cette philosophie-là. Puis c'est peut-être pas pour rien qu'il a tant insisté là-dessus lundi quand on l'a rencontré dans le contexte. Parce que c'est ça, il y a un contexte en ce moment. Là. Ils sont en train de négocier avec une de leurs vedettes. Puis, mais il n'y a pas tort quand il dit... Il nous a dit très clairement, j'estime que pour gagner dans cette ligue-là, avec un plafond salarial aussi strict, il y a un prix à payer. Et là, c'était à prendre au pied de la lettre. Il y a un prix en espèces sonnantes et trébuchantes, là, un prix pécuniaire à payer. Mais il n'y a pas tort, parce que quand vous regardez les équipes championnes,
c'est vrai qu'il n'y avait personne qui était payé de façon Mais comme démesurée. Martin dit, c'est juste de trouver la ligne où est-ce que... À partir du moment où les Blackhawks ils n'avaient pas le choix, là. Ils ont donné 10,5 millions à l'époque à Patrick Kane et Jonathan Toews. Puis à l'époque, c'était énorme. Le plafond était moindre, évidemment. À partir du moment... Et ils ont perdu beaucoup de joueurs chemin faisant parce que vous ne pouvez pas tous les garder. Dustin Byfuglien est parti et il y en a plein d'autres. À partir du moment où ce contrat-là s'est enclenché, que les deux vedettes gagnaient 10,5, ils n'ont plus jamais été dominants là, parce qu'ils n'ont pas réussi à les entourer aussi bien. Puis à Pittsburgh, oui, il y a eu des joueurs qui avaient l'esprit de sacrifice assez élevé, puis même chose à Boston. Donc, il n'y a pas tort quand il dit ça. Puis lui, il espère faire respecter cette structure salariale interne-là. Mais d'un autre côté, comme Martin vient de l'exposer, les joueurs ont tout à fait le droit de demander de leur bord le plus d'argent possible en fonction de ce qu'ils veulent. En plus, le Canadien joue dans la juridiction où les impôts sont les plus élevés en Amérique du Nord. Là. Fait que tu dis, à un moment donné, le gars dit faut qu'il m'en... Faudrait qu'il en reste un peu. Faut qu'il en reste. Il y a des façons de minimiser l'impact de l'impôt. Là. Mais ça reste que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Puis ce serait peut-être une des pommes de discorde, entre autres. Mais tu sais, je pense pas que le Canadien rechigne à l'idée de donner une bonne partie du salaire à Hudson en boni, par exemple. Là. Et puis, il y a tout l'aspect de la convention de retraite aussi, là, sur laquelle j'avais... C'est une affaire, là, je fais une parenthèse, là, c'est pas pertinent peut-être, mais il faut que tu l'aies, l'argent. Tu sais, quand tu... toutes ces bonis de signer... J'ai comme eu ce flash-là cette semaine. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui font pas ça. Il y a des équipes qui sont pas capables de faire ça, parce que c'est comme si... moi, j'ai une petite compagnie. Là, je peux pas payer 1 an de salaire à mes employés avant qu'on ait vendu 2-3 affaires. Là. Non, mais c'est ça. Il faut que tu ailles le cash flow. Exactement. Le cash flow, c'est important. Hey, on va emballer ça, mais Martin, t'as tiqué sur quelque chose, puis c'est vrai qu'on tique. En tout cas, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est ça. Tout ça se passe... chez Quartex, tu sais, je veux dire. Ouais. Est-ce que Kent Hughes était leur patron à ces agents? C'était un des principaux. C'est vrai que c'est un peu particulier. Un des principaux agents. C'était pas le patron de Darren Ferris. Là. Ce sont des firmes qui ont fusionné entre elles. C'est ça. Quartex. Après que, tu sais, je pense le premier à vendre son agence... Quartex appartient au Saputo, là. Oui, bien, Lino, le frère est impliqué là-dedans. Là. Exact. Alors, donc... Le frère moins connu. Kent Hughes a vendu son agence et après ça, Quartex a fait des acquisitions avec... ils ont Darren Ferris, qui est un agent influent du côté ontarien. Je me rappelle plus mais il y en avait d'autres. C'est ça. Ils ont regroupé quelques agences pour faire une méga agence. Mais il y a beaucoup d'anciens collègues. C'est ça. Au sens propre. C'est rendu une agence très majeure. Oui. C'est rendu une agence majeure, mais il y a beaucoup... Le bras droit le plus précieux que Kent Hughes a jamais eu dans sa vie, c'est Philippe Lecavalier, qui a recruté beaucoup de très bons talents québécois qui sont devenus dominants dans la Ligue nationale. Et Lecavalier a beaucoup de clients chez le Canadien. Là. Il y en a quoi? Il y en a 5, 6? Puis il y a d'autres joueurs de Quartex. Je pense qu'il y avait une dizaine de gars de Quartex dans l'organisation au début de la saison. Samuel Blais est parti. Fait qu'il en reste peut-être 9, quelque chose du genre. Ça fait quand même particulier. C'est ça. Quand tu passes de l'autre côté de la clôture, c'est sûr que c'est un petit monde, puis tu vas finir par connaître beaucoup de gens. Là, on s'entend, ce sont toujours les mêmes firmes, ou presque, là, qui négocient avec les directeurs généraux. Ouais. C'est ça. Mais c'est un peu comme Pat Brisson avait énormément de clients dans le vestiaire du Canadien quand Marc Bergevin était là. Ce sont 2 amis de longue date. Puis il y a des... Max Pacioretty avait quitté Brisson. Avait quitté ça en disant c'est 2 chums qui négocient. Il y a conflit d'intérêt ou apparence de conflit d'intérêt. Écoute, je pense pas que Pat Brisson aurait ruiné sa crédibilité pour faire une fleur à un vieux chum. C'est ça. Mais c'est bien dit, ça. Mais ça fait quand même, tu sais, il y a peut-être une facilité quand Kent Hughes négocie avec Philippe Lecavalier ou quand Philippe Lecavalier appelle et dit, tu sais, Joe Veleno, il me semble que ça ferait une belle acquisition pour vous autres, puis qu'il y a une connaissance. Il valorise beaucoup ça, Kent Hughes.
la connaissance personnelle des individus, tout ça. On va le voir là, dans la négociation entre Mike Matheson et le Canadien, parce que c'est le Cavalier qui va mener ce dossier-là. Puis je suis pas certain que d'avoir cette intime connaissance-là de l'autre facilite nécessairement les choses. Puis il y a pas juste Kent Hughes et Gorton en arrière aussi. Exact. Là. Ça, c'est important. Je pense que c'est important. Puis quand on se connaît si bien, des fois, le ton peut monter plus vite ou il y a des choses qui peuvent se dire plus personnelles. Je ne sais trop, mais je suis pas sûr que c'est tant que ça un avantage. D'être capable de se dire, ça facilite peut-être les choses, d'être capable de se dire les choses franchement, de dire, écoute, voici où tu en es rendu dans ta carrière, nous, on s'en va dans cette direction-là, nos chemins vont se croiser, puis on t'a positionné, je fais une conversation hypothétique, mais dire à Matheson, on t'a positionné pendant que tu étais ici, tu n'as jamais joué autant de minutes quand tu étais dans d'autres organisations de la Ligue nationale, tu n'as jamais eu autant de minutes en avantage numérique, tu n'as jamais joué des rôles aussi importants. On t'a aidé à maximiser ta valeur. Là, vas-y, signe le gros contrat, ton dernier gros contrat. Puis on est vraiment content d'avoir travaillé avec toi. Puis ça peut se terminer aussi dans la chicane si le gars veut rester. Mais habituellement, les joueurs, les agents regardent ça comme des transactions d'affaires aussi. Là. C'est la dernière fois que j'avais parlé à le Cavalier de Matheson. Ça fait un bout quand même. C'était l'année dernière. Mais il avait quand même déjà un peu planté... planter le décor exactement en disant Mike Matheson dans au moins la moitié des équipes de la Ligue nationale, ce serait un quart arrière en avantage numérique et a amassé 62 points la saison précédente. Là, ça fait 2 ans, mais la conversation remonte à l'an dernier. Il est capable d'amasser une 60aine de points. Il n'y a pas grand monde qui fait ça dans la Ligue, blablabla. Alors, je me suis pas obstiné, mais c'est sûr que j'avais un peu le goût de dire Matheson n'a jamais été un quart arrière en avantage numérique. Alors, si lui arrive avec ces arguments-là en partant, puis c'est normal, c'est son boulot, ben, il va y avoir un petit choc. Il va y avoir un petit choc des idées. Là, des idées de Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public, question du réseau social. Oh oui! Alors, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et du TikTok exclusif de Tellement Hockey, on vous demandait, à vrai dire, la question c'était qui ou quoi causera la surprise cette année dans la LNH sur le book? Pinois. Les Panthers ne feront pas les séries. C'est ça. Là, je vous demande pas. Vous faites comme juste grogner. Une petite réaction. Ça peut aller du grognement à un onomatopée, à une phrase complète. Mais un petit quelque chose. Tu as besoin de réaction, là. Les Panthers ne feront pas les séries. Ouh! Audacieux. Il va être bon là-dedans. Audacieux. Il va être bon là-dedans. Toujours sur le book. Yannick, la coupe sera gagnée par une équipe canadienne. Pas facile. Pas facile. T'as fait théâtre, toi. Oui, j'ai fait théâtre. Moi, j'ai fait théâtre. Toujours sur le book. Martin, les Mammouths vont faire les séries. Les Mammouths? C'est ça qui est écrit. Pas impossible. Pas impossible. Ouais, c'est pas... C'est possible, oui. Et Kapanen gagnera le Calder. Le co-récipiendaire. Co-lauréat. C'est bon, Martin, bravo. Pour la première fois dans l'histoire... Sur le Tube maintenant. Non, pardon, sur le Gram. Adam, Washington sera exclu des séries. Ça m'étonnerait pas tant que ça, honnêtement. Bon. Parce que c'est comme une équipe que je comprends pas tant. Là. L'année dernière, ils étaient bons, mais ça m'apparaissait être une balloune. Donc, on va voir si ça va dégonfler ou pas, mais je serais pas surpris. C'est un rassemblement de jouets dépareillés. Ouais. Une équipe vieillissante aussi, quoi qu'il y a quelques jeunes maintenant, mais... Ouais. En tout cas, OK. Andy sur le Gram, Crosby causera la surprise en n'étant pas échangé aux Canadiens, car les Pingouins vont faire les séries. Les Pingouins sont sur une projection de 184 points après 2 matchs.
164 points. Oui, bon, regarde, je calcule en direct. T'as pas là. fait mathématiques. Non, j'ai fait théâtre. moi aussi. Quand tu fais théâtre, tu fais pas mathématiques. Sur le tube, Torabert, le 31 décembre 2025, Ivan Yebon Demidov aura une longueur d'avance dans la course au Calder. C'est pas parti comme ça. Jonathan, l'annonce d'un 3e épisode hebdomadaire de Tellement Hockey. Et je l'ai vu ailleurs. Je sais pas si c'est une tendance. Surveillez bientôt, on va en avoir 7 par semaine. 14, 2 par Le jour. prochain, ça va être dimanche. Alors, tous les dimanches matin, il faut venir ici. Mais matin. à Milan, on va être là 7 jours sur 7. Ah C'est ouais, vrai. Milan, oui. Alors, si tu fais la moyenne, si tu les répartis, c'est presque pas loin. 3 C'est un par plus. personne. Ouais. Gabriel, toujours sur le tube, les frères Hughes seront réunis au New Jersey dès cette année. Trop sûr tôt. qu'avec trop tôt. Luke qui a signé pour 8 ans, 7 ans. 7 ans. Je pense pas qu'ils vont tous aller à Vancouver. Là. Ça se complique. C'est moins compliqué d'en C'est faire moins venir compliqué. un que d'en déménager 2, c'est sûr. Et une petite dernière ou deux sur le TikTok. Zach Afeklop. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, ça. Les livres tomberont tels des feuilles au vent sans Mitch Marner et ne feront pas les séries. Ouais, ben là. Ben là. Et Marc, sur TikTok, les Sharks feront les séries. Ben, pourquoi pas? Non. Ben, pourquoi pas? Ben, parce qu'ils sont pas assez bons. Fine analyse. Fine analyse. C'est pas pour rien qu'on me Grassement. Oui. Grassement. Qu'on me Mais- paie ce salaire Mais c'est bon, modeste. je trouve que les gens ont bien répondu à la question parce que tu demandais C'est des surprises. qu'est-ce qui va causer la Absolument. surprise. Ce Alors, serait ce serait il y a beaucoup de choses là-dedans qui seraient Ouais, des tout à fait. surprises. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça qui est ça? Déjà? Good. Ben, Good. diras Good. bonjour. Bonne chose de faite. Tu diras bonjour à Pénélope. absolument. Ouais, c'est ça. J'ai pas juste ça à faire. Parce que t'es attendu. Là. Je suis, voilà. Et on remet ça mardi à quelques heures De cette rivalité de classique. ce classico. Le classico Ça a aucun. canadien ne reste- Kraken. Ça n'obéit à aucune règle. Mais ouverture locale du Canadien mardi. C'est un peu dommage que ce soit contre le Ben, Kraken. c'est un peu là que je vais. Moi, pourquoi? Hein? Puis Nashville jeudi après. On peut pas dire qu'on passe ça sur les chapeaux de roue. Là. Mais déjà, Nashville, c'est déjà mieux que... Enfin. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Et c'est un privilège, messieurs, d'être votre collègue. Bien dit. Merci. On Merci. peut le comprendre. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci. Oui. Bien moi. Ça fait plaisir. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Un grand merci, Jacques-Alexis. Merci à vous tous et vous toutes d'avoir été là, d'être là, de cliquer. C'est très apprécié. Passez un bon week-end. Hey, bonne action de grâce. Et on sera là mardi. C'est quoi le pourcentage des équipes qui sont placées en série à l'Action de grâce canadienne? Ah oui, c'est bon ça. Ben, les pingouins. Les pingouins. Faudrait faire l'exercice historique. Ça serait bon. Puis constater Non. à quel point ça vaut rien. T'aimes pas les feras pas. Exactement. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.